Contes et légendes du Japon, épisode 2. L'histoire de Saule Vert, l'histoire d'Aoyagi. Notre conte de ce soir prend place dans les années 1470, durant l'ère Bumei. Tomodatta est un jeune samouraï au service du seigneur de Noto. Issu d'une famille modeste, il a cependant été admis, encore tout enfant, à la cour du Daimyo en tant que page. Ce dernier le fit instruire, afin qu'il puisse embrasser la voie des armes et le servir en tant qu'officier. Élève studieux puis stratège brillant, Tomodatta s'éleva rapidement. Aimable, éloquent et beau garçon, le jeune samouraï était aimé de tous et promis à un bel avenir. Quand Tomodatta eut 20 ans, il fut choisi pour accomplir une mission toute particulière auprès du grand Daimyo de Kyoto, un seigneur autrement plus puissant que celui de Noto. Ayant reçu l'ordre de voyager par Echizen, sa ville natale, Tomodatta demanda et obtint la permission d'aller rendre visite à sa mère, qui y vivait toujours. Le jeune homme se mit en route. Après une journée à chevaucher, un vent glacial se leva et la neige se mit à tomber à gros flocons. En quelques instants, le pays était recouvert d'un épais manteau blanc. La route qu'il devait emprunter était sinueuse et passait par de nombreux cols de montagne. Les villages qu'il abordait étaient peu nombreux et éloignés les uns des autres. Le deuxième jour, le temps empira encore. Et bien que son cheval fût vaillant, il était contraint d'avancer au pas, luttant contre les éléments. En fin d'après-midi, le courageux destrier montrait des signes évidents d'épuisement. Tomodatta se rendit à l'évidence, jamais il n'atteindrait le prochain village à temps. Il allait devoir passer la nuit dehors. Le vent glacé lui fouettait le visage, la neige qui tombait de rue l'empêchait de voir à plus d'1 mètre. Le samouraï commençait à désespérer. Mais soudain, au sommet d'une colline, blotti au milieu d'un groupe de saules pleureurs, Tomodatta aperçut une petite chaumière. Il encouragea du talon sa monture et avança jusqu'à la porte. Il se laissa tomber et rassembla ses dernières forces pour frapper au volet fermé à cause de la tempête. Une femme sans âge, au visage aussi flétri qu'un fruit sec, vient lui ouvrir. À la vue du bel étranger, elle s'écria « Oh, mais quelle idée de voyager ainsi par un temps pareil! Vous ne pouvez pas rester dehors. Daignez entrer, Seigneur. » Tomodatta conduisit son cheval jusqu'à un petit appentis situé à l'arrière de la maison, avant de courir s'y réfugier. La chaumière était modeste et le confort rudimentaire. Pourtant, l'atmosphère respirait la douceur de vivre. Au milieu de la pièce de vie, un vieil homme au visage ridé comme un vieux chêne tendait ses mains vers l'âtre pour se réchauffer. À côté de lui, une jeune femme qui, à la vue du samouraï, disparut aussitôt derrière un paravent. On invita Tomodatta à s'approcher de la flambée, pendant que les propriétaires réchauffaient les restes de leur souper. Le jeune homme s'assit, incapable de chasser le visage de la jeune femme de son esprit. Il ne l'avait aperçue qu'un instant, mais il avait été subjugué. Elle était d'une grande beauté, malgré ses cheveux désordonnés et ses habits rapiécés. Comment une telle merveille pouvait vivre aussi loin du monde, se demanda-t-il. La voix du vieil homme le tira de sa rêverie. « J'ai passé toute ma vie dans cette demeure. J'y suis, comme qui dirait, enraciné. Alors croyez-moi quand je vous dis que la tempête ne se calmera pas ce soir, Seigneur, et le prochain village est encore à plusieurs lieues d'ici. Il serait imprudent de reprendre la route cette nuit. Je sais que cette chaumière est indigne de vous et que nous ne pouvons vous offrir aucun confort, mais peut-être serait-il plus sage de votre part de passer la nuit sous notre toit. Nous prendrions grand soin de votre cheval, vous avez ma parole. » Tomodatta accepta la proposition avec joie. Il n'avait aucune envie de repartir affronter les éléments. Mais par-dessus tout, il était prêt à tout pour ne serait-ce qu'apercevoir à nouveau la mystérieuse jeune femme. Un repas simple mais suffisant fut passé devant lui, quand soudain, elle apparut à nouveau pour lui servir du vin. Elle avait revêtu une robe d'un lainage rude, mais propre, et peignait ses longs cheveux. Elle était encore plus belle qu'il n'avait osé l'imaginer. Une nouvelle fois, c'est la voix du vieil homme qui arracha Tomodatta à sa contemplation. « Seigneur, je vous prie de bien vouloir excuser les maladresses de notre enfant. Elle a été élevée parmi ces montagnes, vous savez. Elle n'est pas habituée à servir de nobles personnages tels que vous. » Pourtant, le moindre de ses gestes, le moindre de ses mouvements était empreint d'une grâce presque irréelle. Tomodatta rassura son hôte. Il se sentait honoré d'être servi par une femme aussi belle et demanda son nom.
Aoyagi, sol vert, lui répondit la femme sans âge. Il ne mangea presque rien, incapable de quitter des yeux les traits parfaits du visage de la jeune femme qui rougissait sous son regard admiratif. Après avoir longuement joué avec sa nourriture, il se rassembla et adressa la parole à la jeune femme. Sa voix était aussi mélodieuse et enchanteresse que son visage était doux. Tomodatta n'en revenait pas. Comment était-ce possible ? Une telle femme ne pouvait pas avoir grandi au sommet d'une montagne. Peut-être était-ce une apparition ? Peut-être était-il en train de rêver ? Transporté par ce tourbillon de sentiments, il s'adressa à elle dans un poème. Tandis que je voyageais pour rendre visite à ma mère, je rencontrai une créature aussi exquise qu'une fleur. C'est à cause d'elle que je suis ici, alors belle. Pourquoi rougir ainsi avant que de l'aube il soit l'heure ? Cela pourrait-il dire que je suis l'élu de votre cœur ? À sa grande surprise, sans la moindre gêne, elle lui répondit. Si avec ma manche je cache la belle et pâle couleur du soleil naissant, peut-être alors au matin mon Seigneur demeurera-t-il à mes côtés encore un instant ? Tomodatta n'en revenait pas. Il en était convaincu, jamais il ne rencontrerait une femme plus belle et spirituelle que cette jeune paysanne. Une voix intérieure semblait lui dire « Saisis ta chance, saisis la chance que les dieux ont mis sur ton chemin. » Conquis, il demanda sur-le-champ au couple de vieillards de lui accorder la main de leur fille, et leur apprit en même temps son nom et la position qu'il occupait à la cour du daimyo de Noto. Les vieux parents se prosternèrent devant lui en poussant des exclamations de reconnaissance et d'étonnement. Mais après quelques instants d'hésitation, le père lui répondit « Seigneur, vous êtes dans un rang, et sans doute serez-vous dans le futur appelé à une position encore plus élevée. La faveur que vous nous faites est trop grande. Notre enfant n'est qu'une humble paysanne. Elle n'a aucune éducation, et il ne serait guère convenable qu'elle devînt la femme d'un noble samouraï. Nous ne pouvons accepter. Cependant, si notre fille vous plaît, si vous voulez bien lui pardonner ses manières ignorantes et gauches, nous vous la donnons avec plaisir comme fidèle servante. Daignez dorénavant la considérer comme vôtre. » Au matin, le ciel était clair, l'air à nouveau doux. Tomodatta n'avait plus d'excuses pour ne pas reprendre la route. Pourtant, impossible pour lui de quitter Aoyagi. Une fois son cheval scellé et les préparatifs de voyage terminés, Tomodatta ne put s'empêcher de se retourner vers le vieux couple. « Vous m'avez déjà tant donné, et je sais que je ne peux décemment vous en demander plus. Pourtant, je vous en supplie une dernière fois. Accordez-moi la main de votre fille. Je ne puis me séparer d'elle. Laissez-moi l'emmener avec moi tout de suite si elle le désire. Si vous m'y autorisez, je vous chérirai comme mes propres parents. » Le visage d'écorce du vieil homme s'éclaira d'un sourire attendri. « Mais Seigneur, nous vous l'avons déjà donnée, et nous savons qu'elle espère plus que tout vous suivre et demeurer à vos côtés en qualité d'humble servante. Vous n'avez pas besoin de notre permission pour l'emmener avec vous. Et puis regardez-nous, ma femme et moi nous sommes si vieux, nous sommes enracinés ici. Avec vous, notre fille pourra vivre une vie heureuse et voir le monde. Nous sommes rassurés de vous confier son bonheur, Seigneur. Prenez-en soin, c'est notre bien le plus précieux. » Sans perdre un instant, Tomodatta aida Aoyagi à monter sur son cheval, et après avoir remercié une dernière fois chaleureusement le couple sans âge, il les prendra à sa monture et reprit la route. À mesure qu'il se rapprochait de Kyoto, la joie qu'éprouvait le jeune homme ne pouvait cependant pas chasser son inquiétude grandissante. Un samouraï ne peut pas se marier sans le consentement de son seigneur. Et Tomodatta n'espérait pas obtenir cette autorisation avant d'avoir accompli sa mission. Mais ce n'était pas là la raison pour laquelle il s'inquiétait tant. Il savait le daimyo de Kyoto, amateur de belles femmes, et craignait, à raison, que la beauté d'Aoyagi n'attirât trop l'attention, et que ce dernier n'essaye par tous les moyens de la lui enlever. Arrivé à Kyoto, il s'efforça de la garder cachée. Durant la journée, Tomodatta tâchait d'accomplir la mission confiée par son daimyo, tandis qu'Aoyagi restait enfermé dans sa chambre, avec ordre de n'ouvrir à personne. La nuit, les deux âmes sœurs se retrouvaient, se promettant de se vouer un amour éternel et de se marier dès leur retour à Noto. Malheureusement, malgré toutes leurs précautions, l'histoire du jeune samouraï et de sa servante si belle qu'il devait la garder cachée vint aux oreilles du daimyo de Kyoto. Ce dernier, fidèle à sa réputation, dépêcha des hommes dans toute la ville pour trouver la belle. Et alors que Tomodatta s'affairait à la tâche à l'extérieur de la cité, le seigneur la fit enlever et conduire au palais sans plus de cérémonie. À son retour, le jeune samouraï trouva sa chambre vide. Quand l'aubergiste lui expliqua ce qu'il s'était passé, il s'effondra. Tomodatta se savait impuissant. Il n'était qu'un humble messager au service d'un daimyo fort éloigné, et il était à la merci d'un seigneur beaucoup plus puissant, dont on ne devait pas contrarier les désirs. « Tout est ma faute. Tout est ma faute, se dit-il.
Je suis l'architecte de mon propre malheur. Je n'aurais pas dû prendre Aoyagi avec moi pour en faire ma compagne secrète, alors que c'est interdit par le code militaire. Si seulement je m'étais montré moins impatient, si seulement je ne l'avais prise avec moi qu'à mon retour de mission. Il n'avait plus qu'un seul espoir, retrouver Aoyagi et qu'elle accepte de s'enfuir avec lui. Peu importe son titre de samouraï, tout ce qui compte c'est elle. Après une longue réflexion, il prit la décision de lui faire parvenir une lettre lui expliquant ses intentions. C'était une manœuvre risquée. Le seul fait d'écrire à une habitante du palais était une faute impardonnable. Alors à une femme que convoite le daimyo. Mais le jeune samouraï ne pouvait vivre sans Aoyagi. Il prit le risque et sa plume. Le poème était très court, mais il décrivait toute la profonde douleur qu'il ressentait, loin de l'élu de son cœur. Le jeune prince suit de très près la Vierge brillante comme l'aube, et les larmes de la belle en tombant ont mouillé toutes ses robes. Mais l'auguste seigneur était déjà devenu amoureux d'elle. La profondeur de son désir est comme la profondeur de la mer. C'est seulement moi qui suis laissé là seul. Il n'y a que moi qui suis laissé errer solitaire. Toute une journée passa sans la moindre réponse. Alors que l'aube pointait, Tomodatta finit par s'endormir, épuisé de nerfs et de tristesse. Mais alors qu'il venait juste de fermer les yeux, il fut réveillé en sursaut par de violents coups sur sa porte, et la voix rauque d'un homme lui intimant d'ouvrir. C'était la garde du daimyo. Sa lettre avait été interceptée. Il était convoqué séance tenante au palais. Il va décréter ma mort, pensa-t-il. Mais qu'importe. De toute façon, à quoi bon vivre si Aoyagi ne m'est pas rendu? Le jeune samouraï revêtut son habit officiel, glissa son sabre dans sa ceinture et suivit les gardes vers le palais seigneurial. En pénétrant dans la salle d'audience, Tomodatta se retrouva face au daimyo, assis sur son trône et entouré de tous ses samouraïs du plus haut rang, vêtus de leur habit de cérémonie. Tous étaient immobiles. Un silence de cathédrale régnait dans le grand hall. Le jeune samouraï s'avança. Ses bottes résonnaient de façon presque irréelle contre le sol en marbre du palais. Tomodatta s'immobilisa et s'agenouilla devant le daimyo. Ce faisant, il remarqua que le seigneur tenait sa lettre à la main. Le jeune homme abandonna définitivement tout espoir de revoir Aoyagi. Lentement, le daimyo descendit de son trône et tout en avançant vers Tomodatta, commença à réciter les paroles de son poème. Vous semblez réellement épris de votre servante, jeune samouraï, et ce, malgré le fait que le code militaire vous ordonne d'obtenir l'autorisation de votre daimyo avant de commencer toute relation. Votre amour est interdit, et je ne saurais le tolérer. Tomodatta serra le poing et baissa la tête, prêt à entendre la sentence. Le daimyo, qui était maintenant tout juste devant lui, posa sa main sur son épaule, et d'une voix douce, répéta « Je ne saurais le tolérer. Un tel amour doit être célébré, et non caché. » Il claqua dans ses mains, et des serviteurs retirèrent des grands paravents se trouvant de part et d'autre du hall, et Tomodatta vit Aoyagi en habit de mariée, entouré de dignitaires de la cour. « Comme vous vous aimez tous les deux si profondément, j'ai pris sur moi, au lieu de mon parent, le seigneur de Noto, d'autoriser votre mariage. Vos noces vont être célébrées devant moi. Les invités sont présents, et les cadeaux sont prêts. » C'est ainsi qu'elle lui fut rendue. À dater de ce jour, Aoyagi et Tomodatta ne se quittèrent plus. 4 ans plus tard, Tomodatta est un samouraï respecté, toujours au service du seigneur de Noto, et Aoyagi une femme et une épouse comblée. Comme chaque matin, ils déjeunent ensemble dans la petite cour intérieure de leur demeure. Quand soudain, Aoyagi pousse un cri de douleur déchirant et devient blanche comme un linge. « Pardonne-moi d'avoir crié aussi fort, c'est terriblement impoli. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. La douleur est si forte, dit-elle haletante avant de poursuivre. Mon amour, nous nous sommes tant aimés, et ce dès le premier regard. C'est comme si nous nous étions reconnus. Je suis sûre que nous étions liés dans nos vies intérieures, et que nous le serons encore dans les prochaines. Malheureusement, pour ce qui est de celle-ci, j'ai peur que nous soyons bientôt séparés. Je suis mourante. » Tomodatta reste stupéfait. « Mais que dis-tu là, ma chérie? Laisse-moi aller chercher le médecin de la cour, ce n'est qu'un malaise, ça va passer. Il nous reste encore de nombreuses années devant nous avant notre existence suivante. » « Non, je suis mourante. Tu ne sais pas tout. Écoute-moi. Il n'y a plus d'intérêt à te cacher la vérité maintenant de toute façon, » murmura Aoyagi dans un souffle entrecoupé de gémissements de douleur.
La vérité, c'est que je ne suis pas humaine. Mon âme est celle d'un arbre. Mon sang la sève d'un saule pleureur. En ce moment, quelqu'un est en train d'abattre mon arbre. Je sens chaque coup de hache qui entaille mon tronc. Je meurs, mon seigneur, mon samouraï. Je t'en conjure, récite la prière du Nembutsu en ma mémoire. Aoyagi pousse un dernier cri de douleur terrifiant, cachant son beau visage derrière sa manche. Elle s'effondre en arrière. Tomodata se précipite pour la rattraper, mais rien. Il n'y avait plus rien à rattraper. Sur la natte était étendue la robe vide de la jeune femme et les ornements qui avaient paré ses cheveux. Aoyagi avait disparu. Ravagé par la tristesse, Tomodata se rasa la tête, se fit bouddhiste et devint un prêtre errant. Il voyagea à travers toutes les provinces de l'Empire pour honorer la dernière volonté de son amour perdu. À chaque lieu saint qu'il visitait, il offrait des prières pour l'âme d'Aoyagi. Après plusieurs mois de voyage, ses pas le conduisirent au pied de la montagne qui avait donné le jour à sa défunte épouse. Tomodata gravit la route qui l'avait conduit à Aoyagi quelques années auparavant. La maison des petits vieux sans âge était toujours là. Il en poussa la porte. Rien. La chaumière était gagnée par la poussière. Il décida de pousser son exploration jusqu'au jardin. Une fois encore, rien. Il ne savait pas à quoi il s'attendait, quand soudain son regard fut attiré vers le fond de la cour. 3 troncs de saule pleureur, 2 très vieux arbres et un tout jeune, abattu bien avant son arrivée.